on rentre dans le dur, les ZFE. Vrai combat ou footcom? Alors, non, vrai combat, c'est un truc qui est catastrophique, la ZFE. Les zones à face, nous, on appelle ça zone à forte exclusion, mais c'est les zones à faible émission. Mais c'est pas nouveau, hein. Déjà en 2012, ça avait commencé à voir le jour, sous Nicolas Sarkozy. Et c'était Nathalie Kosciusko-Morizet qui avait pondu ça. Ça s'appelait les ZAPA, Zone d'action prioritaire de l'air. Nous, très rapidement, on est intervenu là-dessus. Et on avait justement dénoncé la problématique sociale de ça. Parce qu'en fait, les ZFE aujourd'hui, alors, bien sûr qu'il faut faire un geste pour la planète, on est tous d'accord. Hein. Moi, je me considère comme étant écolo. Hein. Même je ne fais pas partie d'un parti écologiste, mais bon, dans mon comportement, je me considère écolo. Je fais attention à la planète, je fais attention à ce que je fais. Voilà, j'essaie d'être rationnel par rapport à cet avenir. Mais là, pour le coup, les ZFE, c'est ni plus ni moins de condamner des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des véhicules neufs ou d'acheter des véhicules électriques, les condamner à rester chez eux. Et alors ça, socialement, je comprends pas. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'aujourd'hui, les ZFE, ça commence à marquer le pas, parce que tous les élus, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont pratiquement tous voté ces ZFE, d'accord ? Parce que évidemment c'est écolo, machin, etc. Et maintenant ils commencent à se rendre compte. Moi, on m'a toujours dit que gouverner c'était anticiper, hein, c'était prévoir. Mais ils n'ont pas prévu que. Enfin, je ne sais pas comment on peut prendre une décision comme ça et ne pas se dire attention, on va mettre un tas de gens sur le banc quand même. Là, rien qu'aujourd'hui, en 2025, avec les critères 5 qui vont être interdites, c'est plus d'1 800 000 véhicules qui vont être interdits. Ok. Alors, évidemment, quand on habite dans une grande ville, c'est moins gênant. C'est chiant quand même, mais c'est moins gênant parce que si on prend une ville comme Paris, par exemple, métro, bus, tramway, enfin, il y a tout ce qu'il faut en transport en commun, vélo, etc. On peut circuler sans problème. Mais il faut savoir que dans des métropoles qui sont soumises à ZFE, pour certaines métropoles en région, il y a des villages qui sont à 20-30 km de tout autre village et qui font partie des ZFE, qui sont inclus dans la métropole, qui font partie des ZFE. Il n'y a pas le RER. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça veut dire que les gens qui sont là, non seulement ils ne peuvent pas aller bosser, mais ils ne peuvent même pas sortir de chez eux s'ils respectent la loi. Et moi je roule souvent en province, que je suis en moto, tout, je vois quelquefois, je dis tiens oui, dans les cours des maisons, il y a 2-3 bagnoles. Bah oui, parce qu'en fait, alors au début j'étais comme toi, je dis ouais, ils peuvent se passer de 2-3 bagnoles pour en avoir qu'une. Bah non, en fait, si la maman elle va bosser par là, le papa il va bosser par là, et s'ils ont un gamin et que lui il va bosser dans l'autre sens, ils n'ont pas de transport en commun. Donc ces gens-là ne peuvent pas faire autrement. Il y a des endroits où on ne peut pas faire autrement que d'avoir un véhicule. Paris est un exemple, par exemple, pratiquement unique au monde, c'est-à-dire que 100% des habitants de Paris bénéficient d'un transport en commun rapide à moins de 100 mètres, à moins de 200 mètres, je crois, de chez lui, bon, ou de chez elle. Ça diminue, plus on est loin de... Voilà. Quand on passe en petite couronne, il y a déjà plus que 70% des gens qui ont accès à un transport en commun rapide. Quand on va en grande couronne, c'est encore moins. Et quand on est en province, c'est 80% des gens qui n'ont pas accès au transport en commun rapide. Donc, alors je sais qu'on vit dans un pays qui est totalement centralisé, où le pouvoir est totalement centralisé, mais il faudrait peut-être arrêter que les Parisiens prennent des décisions. Alors heureusement, il y a quand même des députés qui sont en province, et puis de temps en temps, quand ils reviennent à Paris pour bosser, ils ramènent un petit peu les remontées de leur terrain. Parce que les gens ne sont pas contents, donc j'espère que ça discute un peu, mais en tout cas, prendre des décisions comme ça, c'est complètement incroyable. C'est-à-dire que... mais sur les motos, il y a un enjeu particulier par rapport à la voiture aussi. Sur les motos, c'est encore pire, parce que les motos sont incluses dedans, sont incluses dedans, pardon. Enfin, les deux roues motorisées, on va dire, sont inclus dedans. Scooter, ça veut dire aussi. Scooters, motos, mobylettes, etc. Et honnêtement, les élus, qu'ils soient de droite ou de gauche, n'ont toujours pas compris, et ça c'est un boulot qu'on fait parce qu'on essaie de leur faire comprendre, mais ils considèrent que parce qu'on a un moteur thermique, on est comme une voiture. Mais pas du tout. Je veux dire, à un moment donné, un 2 roues motorisé, il faut savoir qu'un 2 roues motorisé, notamment en ville, dans la rue, c'est une voiture en moins. C'est pas un véhicule en plus, c'est une voiture en moins, et ça c'est vachement important. Parce que souvent, quand on voit dans les grandes villes, c'est plein de scooters. Enfin, c'est pas de scooters, souvent, c'est pas beaucoup des motards, c'est beaucoup des scooteristes, ok ? C'est simplement des gens qui ont abandonné leur véhicule, parce qu'ils en avaient marre d'être pris dans les bouchons, et qui sont passés aux 2 roues motorisés. Et ça, c'est vachement intéressant.
au niveau écologique, c'est plutôt vachement intéressant. Parce que on voit bien que dans les grandes villes, les gens qui viennent travailler avec une voiture, alors, il n'est pas question de les discriminer, mais en tout cas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, je suppose. Ils viennent travailler dans les villes avec des voitures de 5 places qui font 2 tonnes, parce que les bagnoles elles sont de plus en plus grosses, qui bouffent je ne sais combien de litres de gasoil, de diesel, alors qu'un 2 roues motorisé, c'est beaucoup plus léger, c'est une taille beaucoup plus réduite. L'espace intérieur est occupé à 50% puisqu'il n'y a que 2 places. À même distance, un 2 roues motorisé va rouler beaucoup moins longtemps. Ça ne consomme que 4 ou 5 litres sans d'essence, pas de diesel, il n'y a pas de 2 roues motorisé au diesel, ça n'existe pas. Par rapport à des voitures neuves, en fait, finalement... Oui, et puis tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une voiture. Un 2 roues motorisé, c'est beaucoup moins cher. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un 2 roues motorisé d'occasion sur le Bon Coin ou sur je ne sais pas quel truc de vente d'occasion à 1000 balles. À 1000 balles, vous trouvez une voiture électrique à... je ne sais pas, j'ai regardé, mais voilà, c'est ça. Donc en gros, et je rappelle que la France, elle est née comme ça. Enfin, c'est une coutume, c'est historique en France. Moi, je me souviens que après le Front populaire, il y avait les vélos, etc. Et puis après, ils ont fait des motos parce qu'il y a eu des motos, puisque la France était un des plus gros fabricants de motos en Europe. Et il y avait ce qu'on appelle les 125 populaires. Voilà, c'est des petites motos où les gens montaient à 2, voire 3 dessus, avec les gamins au milieu, et ils allaient, ils habitaient à Paris, et ils allaient sur les bords de Marne, voilà, passer le week-end, puis ils avaient des congés payés. Bon, tout ça, ça a été détrôné après par la voiture, parce qu'il y a eu des voitures comme les 2 chevaux, etc., qui sont arrivées beaucoup moins chères, et donc les gens sont passés, parce que c'est plus confortable, de remotoriser à la voiture. Mais déjà, à l'époque, le remotorisé était un moyen de déplacement social, et surtout abordable pour les plus démunis. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en entretien, alors je ne vous parle pas des motos à 25-30 balles parce que ça existe, hein, mais en entretien, quelqu'un qui va acheter un petit 2 roues motorisé, qui n'a pas beaucoup de moyens, eh ben, il peut se déplacer, il peut être autonome s'il habite dans un endroit où il n'y a pas de transport en commun. Pour les jeunes aussi. Pour les jeunes, voilà. Et les moins jeunes. Nous, moi, quand j'étais plus jeune, on roulait presque tous. Il n'y a presque pas de vélo, peu de gens à vélo, mais presque tout le monde roulait à mobilette. Dans les usines, les ouvriers, ils allaient bosser avec leur mobilette, avec les vélos aussi, mais surtout beaucoup en mobilette. Les jeunes étaient en mobilette, etc. Bon, maintenant, de moins en moins, ils ont des scooters aujourd'hui. Mais en tout cas, et puis, je pense qu'il y a moins de déplacements en 50 cm qu'il y avait à l'époque. Parce que aussi les choses ont changé aussi, mais en tout cas, ça a toujours été un moyen de transport facile. Regardez en Asie, hein. En Asie, le nombre, bon là, il y en a pas beaucoup, mais le nombre de 2 roues motorisés, c'est vrai que c'est énorme. Mais voilà, c'est des gens qui n'auraient pas les moyens d'acheter une voiture. Mais du coup, comment concilier en fait l'écologie et même finalement la santé publique, parce que c'est 40 000 morts à cause de la pollution par an en France, et du coup l'impératif de liberté de circulation. Alors, déjà, 40 000 morts par rapport à quoi? Moi, j'ai jamais su, on m'a jamais dit. Bon, mais je nie pas qu'il y ait 40 000 morts, mais par rapport à quoi? Si c'est par rapport à une pollution zéro, bah là, ça pose un problème, parce que dans une ville, c'est pas possible d'avoir une pollution zéro. Donc, ce sera déjà plus 40 000 morts, mais beaucoup moins, parce que de toute façon, quand même, malheureusement, il y a, voilà, on vit dans une ville, on n'est pas sur le plateau de Larzac, et oui, il y a de la pollution en ville, malheureusement. Mais cela dit, le fait de circuler à 2 roues motorisées, c'est plutôt écolo. Même si les écolos ne veulent pas entendre ça. Ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure. Le 2 roues motorisé, c'est quand même, au niveau écologie, une très bonne solution. Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure solution, parce que la meilleure solution, c'est le vélo, effectivement. Mais pour les personnes qui ne peuvent pas faire du vélo, parce que ils ont plus que 10 km à faire dans la journée, ou qui habitent dans les banlieues lointaines, voilà, le 2 roues motorisé, c'est une bonne solution. Alors, on n'est pas là pour dire qu'il faut que tout le monde se mette au 2 roues motorisé, hein. Il y a des gens qui ne peuvent pas, soit pour des raisons de santé, soit parce qu'ils ont peur, soit pour... Voilà. En tout cas, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on arrête de nous faire porter le chapeau, parce que, alors, en termes de pollution, il faut savoir que les 2 roues motorisés, en France, ça représente 2% du trafic. 2% du trafic. Donc, même si on devait arrêter tous les 2 roues motorisés de circuler, ça ne changerait absolument rien à la qualité de l'air. Voilà. Donc, en fait, oui, effectivement, il y a des enjeux écologiques, bien sûr, ça c'est clair. Il faut en tenir compte, bien sûr. Mais il y a déjà
tout un tas de choses à faire avant que d'assigner les gens à résidence et les empêcher de travailler, les empêcher de circuler. C'est selon toi, il faut extrêmement violent. favoriser. C'est extrêmement violent d'empêcher les gens de circuler quand même, hein, parce que quand on voit toutes les restrictions de circulation qui sont mises dans Paris, alors je dis pas, c'est sympa d'avoir moins de voitures. Ben, moi, je suis le premier à dire, c'est bien quand il y a moins de voitures. Hein. Quand on se balade dans Paris, voilà, c'est sympa et tout. Mais à un moment donné, quand on travaille, c'est compliqué. Et quand on met des restrictions de circulation aussi violentes et aussi rapidement, ça pose un problème pour les gens parce qu'ils ont pas, il n'y a pas l'alternative aujourd'hui. Si on avait des transports en commun hyper performants et où tout le monde pouvait avoir accès au transport en commun, bon, ok, ça se discute. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas. Et j'assiste aussi sur le côté violent de ces restrictions de circulation, de ces zones à faible émission, de tout ce qu'on veut mettre en place pour éradiquer la voiture. Les dernières restrictions aussi violentes qui ont eu lieu à Paris notamment ou en France, empêcher les gens de circuler, les contrôler, machin, etc., c'était sous l'occupation. C'est hallucinant quand même, c'était sous l'occupation. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, pratiquement, il va falloir donner un laissez-passer pour pouvoir rentrer dans une ville. Et si on parle des ZFE, la problématique des ZFE, c'est qu'elles sont toutes différentes. C'est-à-dire qu'au niveau de la législation, elles n'ont pas le même cadre. C'est-à-dire que quelqu'un qui va partir de Lille et qui va descendre à Marseille ne pourra pas accéder aux mêmes villes. Eh ben, il pourra pas, alors, une fois il va être en légalité, une fois il va être en illégalité, il ne pourra pas accéder là où il veut. Enfin, c'est un truc, c'est un casse-tête le truc. Voilà. Donc il faut vraiment revoir cette politique-là. D'ailleurs, les élus commencent à reculer eux-mêmes en disant bon, on va faire un moratoire, etc. Mais en tout cas, c'est une des mesures les plus antisociales qui ait pu être mise en place. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que les syndicats ne bougent pas là-dessus. Pour les travailleurs, les gens qui vont travailler, qui ne peuvent pas faire autrement, les syndicats ne bougent pas. Pourquoi ? Voilà, c'est la première question. Et alors, il y a un syndicat qui commence à bouger, c'est le syndicat national des enseignants. Voilà, qui a commencé à dire, bah oui, mais attention. Et pourquoi, selon toi, vous avez des discussions avec eux Non, c'est parce que j'ai vu le syndicat national des... Non, mais de manière générale, pourquoi il y a une incompréhension des organisations syndicales ? Je sais pas, je me demande pourquoi les syndicats ne bougent pas là-dessus. Je n'ai pas la réponse. Il faudrait d'ailleurs que peut-être que je les contacte, enfin qu'on les contacte, nous, FMC, pour se mettre en relation avec eux, savoir ce qu'ils en pensent au moins. Mais c'est silence radio là-dessus, de la part des syndicats. Alors que ça va poser un vrai problème aux travailleurs qui n'ont pas les moyens d'acheter des Porsche Cayenne, hein, pour circuler. Hein. Parce qu'aujourd'hui, si vous achetez un Porsche Cayenne, vous pouvez rouler dans les zones à faible émission quand même. Hein. Ouais. Si vous avez une petite voiture une vieille voiture qui bouffe 4 litres au 100, vous n'avez pas le droit. Donc il y a un truc qui m'échappe quand même. Non, mais c'est particulier. Mais du coup, mettre un système selon la consommation, en tout cas du véhicule, selon toi, ça résoudrait le problème ? Alors, pourquoi pas ? Mais il faut trouver quelque chose. Mais en tout cas, les ZFE, c'est une très mauvaise chose. Déjà parce que ça fonctionne avec la vignette critère. D'accord ? Donc la vignette critère, c'est déjà une aberration. Parce que ça fonctionne par année. Alors si je prends le cas, je ne connais pas grand-chose en voiture, mais si je prends le cas des 2 roues motorisées, par exemple, sur 3-4 années, le 2 roues motorisé sera exactement identique. Ce qui va changer d'une année sur l'autre, c'est peut-être la couleur. Bon, il va être identique. Donc c'est-à-dire que celui de 2004 ne pourra plus rouler, alors que celui de 2005 pourra continuer à rouler. Mais c'est les mêmes. Mais c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que les évolutions technologiques... Oui, c'est-à-dire que pas tellement la consommation en fait. Voilà, c'est ça. Oui, le véhicule est le même, la motorisation est la même, etc. Donc il y en aura, et comme ils sont classés par année, et donc c'est une aberration parce que ils n'ont pas la même année, mais c'est le même véhicule. Donc il y en a un qui peut rouler, l'autre qui peut pas rouler. J'ajoute que comment dire, au niveau des 2 roues motorisées, on arrive aux normes euro et on rattrape les voitures aujourd'hui. Hein. Bon, ça avait été un petit peu oublié, on n'avait pas pu s'imposer que ça aux constructeurs. Bon, maintenant ça a été rattrapé, les constructeurs ont fait un très très gros effort et maintenant ils sont pratiquement aux normes des voitures. Hein. Okay. Donc aujourd'hui, voilà. Alors, pour les véhicules neufs, mais après, il y a une chose aussi. Quelqu'un qui a un véhicule ancien, jugé trop polluant, en tout cas un véhicule ancien, notamment 2 roues motorisées, je suis désolé, mais conserver un véhicule ancien et circuler avec un véhicule ancien, au niveau impact écologique, c'est quand même moins hard que de détruire ce véhicule qui fonctionne encore, parce que sinon ça s'appelle de l'obsolescence programmée, okay, et de reconstruire un véhicule neuf pour le remplacer.
Écologiquement, je ne pense pas que ce soit une bonne affaire. Bah, la différence, c'est que la pollution, elle n'est pas chez nous. Voilà, c'est ça. Dans les productions. Elle est ailleurs. Et l'autre aberration, c'est les aides. D'accord ? Alors, c'est les aides qu'on va donner aux gens pour qu'ils puissent acheter une bagnole. Même avec une aide à 10 000 €, la personne qui n'a pas les moyens d'acheter une voiture et qui a déjà du mal à finir la fin de mois, elle n'aura pas les moyens de payer un crédit, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais bon, admettons, on a une aide à 10 000 € pour quelqu'un qui veut acheter une bagnole, ou à 5 000 € je ne sais pas. Mais on marche sur la tête. Parce que les écologistes, justement, qui sont contre la surconsommation, je suis aussi contre la surconsommation, là, on donne de l'argent à des gens pour faire fonctionner des usines qui sont en général des boîtes privées. Avec quoi ? Avec l'argent public. Parce que quand on donne 10 000 € à une personne pour acheter une bagnole neuve, c'est de l'argent public, ça. Donc, avec l'argent public, on va dire, va t'acheter une voiture neuve et va faire tourner les constructeurs, qui sont des boîtes privées, pas toujours français d'ailleurs. Okay, donc là, il y a quand même quelque chose qui m'échappe. Et écologiquement, c'est quand même beaucoup plus intéressant de garder une vieille voiture qui ira jusqu'au bout. Un jour, elle mourra de sa belle mort, plutôt que de la fracasser alors qu'elle fonctionne encore et d'en reconstruire une autre. Et voilà. Et du coup, de réorienter un peu les ZFE sur la consommation du véhicule. Oui, ça pourrait être la consommation, par exemple. Oui, ça peut être, je sais pas, on n'a pas bien étudié le truc, mais déjà, le problème de... Mais d'abord, mettons en place ces alternatives. C'est ça, surtout. Il faut mettre en place les transports en commun qui vont bien. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour les gens qui habitent en banlieue, notamment, encore une fois, quand on est parisien ou lyonnais ou grenoblois, quand on habite dans une grande ville et qu'on habite et on travaille dans cette grande ville, aucun souci. C'est pour tous ceux qui habitent dehors que c'est très compliqué. Et donc, pour tous ceux qui n'ont pas les moyens d'habiter dans une grande ville, parce que les loyers dans les grandes villes, et notamment Paris, j'en parle même pas, sont excessivement chers. Si on prend l'exemple de Paris, les loyers sont très très chers, d'accord ? Donc qu'est-ce que les gens ont fait ? Ils sont partis en petite couronne pour que ce soit moins cher, d'accord ? Bon, encore une petite couronne, ça devient cher aussi maintenant, puisque y a de plus en plus de demandes. On va partir encore un peu plus loin. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire avec le problématique des loyers très chers ? C'est qu'on est en train de créer du besoin de transport. Mais les transports en commun ne se développent pas aussi vite que la migration des gens vers l'extérieur. Et du coup, ces gens-là, ils ont besoin d'un véhicule pour aller travailler. Donc la thématique de l'aménagement urbain et voilà. des zones de travail qui sont dans des résidences. C'est ça, exactement. Mais bon, pour arriver à ça, il va falloir quand même pas mal de temps encore, ça ne va pas se faire en 2 ans. Voilà. Donc il y a un vrai problème social qui découle de tout ça. Voilà. Et la solution, elle n'est pas de dire, allez, hop, il faut les aider, terminer, allez, en 2 ans, on a tout réglé. Ben non, en 2 ans, on a tout réglé, ouais, sauf qu'il y a la moitié des gens qui restent dehors. Donc c'est énorme comme impact. Et contrôle technique, alors, pour vous dites dedans. Alors ça, le contrôle technique. Alors, il faut savoir que, parce que c'est pareil, les automobilistes disent « Ouais, mais nous, on a le contrôle technique, pourquoi vous, les 2 roues motorisées, vous ne l'auriez pas ?» Bon, on n'est pas là pour essayer d'esquiver et de passer à travers tout ce qu'on peut nous mettre en place. C'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, nous, quand on s'oppose à quelque chose, on fait toujours des propositions, ok ? Et quand on s'oppose à quelque chose, on dit pourquoi on s'oppose et on amène les preuves. Alors, on ne veut pas s'opposer en disant « On n'est pas d'accord ». Bon, le contrôle technique. Il faut savoir qu'en 1992, lorsque le contrôle technique a été mis en place pour les voitures, il y avait plus de 16%, pratiquement 17% des véhicules, des voitures, qui étaient impliqués dans un accident mortel à cause, ou grave ou mortel, à cause de leur mauvais état. Pas mal, hein ? Donc il fallait s'en occuper, effectivement. Bon, parce qu'il y avait des têtes de un vrai sujet de sécurité. Un vrai sujet de sécurité routière. À l'époque, il y avait 17 000 morts, hein, quand même. Bon, la FFMC est très engagée sur on est très engagé sur la sécurité routière. C'est pas le cas pour les motos. Pour les motos, il y a des statistiques d'assurance, notamment la mutuelle des motards. Ils sont spécialisés dans les roues motorisées, ils font pas de bagnole. Hein. La mutuelle des motards. Eh bien, les statistiques disent que l'accident dû au mauvais état du véhicule n'est que dans 0,03% des cas. C'est que dalle, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et c'est une stat d'assurance. Donc un assureur, quand il y a des dégâts, quand il y a un accident, c'est lui qui paye. Hein. Donc ils vont pas s'amuser à mentir ou à trafiquer des statistiques pour plaire aux motards. Donc en fait, en gros, ce sont des statistiques réelles. Parce que s'il y avait 30% de morts à cause du mauvais état du véhicule, les assureurs, ce seraient les premiers à dire bon, on arrête. Pourquoi il y a cette différence alors ? Tout simplement parce que, les agents de roues motorisées entretiennent leur véhicule. 2, parce qu'un véhicule mal entretenu en 2 roues motorisées, comme son nom l'indique, il n'y a que 2 roues.
Ben ça se sent tout de suite, c'est pas du tout la même dynamique qu'une voiture. Une voiture, tu roules avec une bagnole un peu pourrie, ça pose pas trop de problèmes. Ok, il y a 4 roues, il y a moins de risques. Un deux roues motorisé, ne serait-ce que si la roue avant est sous-gonflée, ça commence déjà à être dangereux. Donc, comme on n'est pas suicidaire, en général, on entretient nos véhicules et surtout quand il y a un problème, on le sent très, très vite. Mais on va pas plus loin, on joue pas. Okay, donc, il y a tout un tas de choses qui font que le deux roues motorisé est toujours bien entretenu. Puis un deux roues motorisé, ça parcourt moins de kilomètres qu'une voiture en règle générale. D'accord ? Donc ça, on nous vend le contrôle technique pour nous dire c'est pour notre sécurité. Ça n'a absolument rien à voir avec notre sécurité. Ça a juste été un fort lobbying du business du contrôle technique avec DEKRA en tête, qui ont fait un fort lobbying en Europe pour pouvoir coller le contrôle technique aux deux roues motorisées, s'étendre aux deux roues motorisées. Il ne vous a pas échappé qu'il y a de plus en plus de voitures neuves, de moins en moins de voitures poubelles qui circulent. Bon, quand il y avait plein de voitures poubelles, c'était juteux pour eux. Okay, donc, contrôle technique, machin, contre-visite, etc. Il y a de moins en moins de voitures à contrôler, puisque maintenant, les gens, en plus, ils vont changer leur voiture, ceux qui ont les moyens, tous les 3, 4, 5 ans. Voilà. Donc, du coup, il y a de moins en moins de voitures à contrôler. Et de fait, ils se sont dit, on va attaquer le marché des deux roues motorisés. Voilà. Sauf qu'ils sont en train de se rendre compte que c'est pas juteux du tout pour eux. Puisque, alors déjà, nous, on a lancé une opération de boycott énorme, voilà, et qui fonctionne. Est-ce que vous n'y allez pas en grande majorité, non, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il y a pratiquement 80% des usagers de roues motorisées qui ne sont pas présentés au contrôle technique pour l'instant. Voilà. Et surtout, ils doivent s'équiper en matériel. Et ça coûte cher. Et ce n'est pas le nombre de bécanes qu'ils vont contrôler qui va leur apporter des sous. Parce qu'encore une fois, on ne représente pas grand-chose. Oui, c'est combien le contrôle technique ? Combien le contrôle ? Pour 1 euro ? Ça va de 50 € à 110 €. Parce que, encore une fois, le prix est libre. Donc les contrôleurs techniques mettent le prix qu'ils veulent. Et parfois, ils vont prendre 80 balles pour contrôler une moto, qui est beaucoup moins longue à contrôler qu'une bagnole, mais ils prennent autant qu'une voiture parce qu'ils disent, nous, quand on prend une moto, on ne peut pas prendre une voiture. Voilà. Et l'autre chose pour laquelle, effectivement, c'est complètement ridicule de mettre un contrôle technique pour les deux roues motorisées, c'est que tous les organes de sécurité sur un deux roues motorisé se voient à l'œil nu. Les freins se voient à l'œil nu, les feux, forcément, ils se voient à l'œil nu, les pneus aussi. Sur une voiture, pour regarder les freins, il faut démonter, il faut la mettre sur un pont, il faut regarder, machin. Sur un deux roues motorisé, vous regardez comme ça, vous voyez tout de suite. Donc on voit tout de suite, on n'a pas besoin de spécialistes pour nous dire que notre deux roues motorisé, les freins commencent à être usés. Donc j'ajouterais que l'entretien du deux roues motorisé fait partie de la formation du motard. Quand le motard passe son permis de conduire, on lui apprend à contrôler son deux roues motorisé. Alors, les scooteristes un peu moins, mais en tout cas, on s'aperçoit que les scooteristes, c'est encore un peu différent parce que souvent, c'est des véhicules de société, donc ils sont assez souvent remplacés. Donc, en gros, statistiquement, on le sait, et ça, c'est des chiffres, c'est pas nous qui le disons, c'est qu'il n'y a pas d'accident lié au mauvais état du véhicule en deux roues motorisées. Ce qui n'était pas le cas pour les voitures. D'accord. Et en matière de sécurité routière, du coup, les motards, alors, c'est quoi ? Des boucs émissaires dans cette histoire ? Alors, c'est assez curieux parce que les motards sont... ça s'est un peu calmé, mais les motards étaient les boucs émissaires. Après, ça dépend des gens qui sont à la sécurité routière. Si on en croit les chiffres que tu me dis... Alors, quand même. Si on en croit les chiffres que je donne, c'est qu'effectivement, les deux roues motorisées sont les bons élèves de la sécurité routière. Il y a une raison à ça. On va dire que 95% des usagers de deux roues motorisées, scooteristes ou motards, sont aussi automobilistes. Ils ont aussi une voiture. Parce qu'ils ont des enfants, parce que si, parce que là, parce qu'ils ont besoin de transporter des trucs. Voilà. 95% des automobilistes n'ont pas une moto. Mais 95% des motards ont aussi une voiture. Et donc, ils connaissent la problématique des deux véhicules et la dynamique des deux véhicules. Mais souvent, les automobilistes qui n'ont jamais fait de moto, ils ne connaissent pas la dynamique d'une moto. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il pleut et que le motard, il roule à vitesse modérée parce qu'il fait attention et que la voiture lui colle au cul parce que c'est dangereux pour le motard. Et l'automobiliste ne s'en rend pas forcément compte. Voilà. Et donc, en réalité, les usagers de roues motorisées ont souvent les deux permis, voire avoir un transport en commun, avoir un poids lourd et connaissent la problématique de chaque véhicule. Voilà. Et surtout, nous, on n'a pas de carrosserie. On est des usagers fragiles et on le sait. Comme les cyclistes, pareil.
Donc on joue pas avec notre vie. Alors il y a quelques décérébrés qui le font, bien évidemment, hein, mais bon, ça c'est pas la majorité en tout cas. Mais on joue pas avec notre vie et on est, je dirais, vulnérable. On développe, quand on roule à moto souvent, on développe une sorte de sixième sens, je dirais, et où on sait exactement ce qui va se passer. Alors des fois ça marche pas toujours parce que quand même l'excellent d'instinct de survie. Voilà, mais on a un instinct de survie. Voilà, on a un instinct de survie parce qu'on sait qu'on est directement impacté. Alors pourquoi on est les boucs émissaires? Parce qu'on nous dit oui, vous avez 6 fois plus de chances ou 4 fois plus de chances, je ne sais plus, de décéder en neuromotorisé. Ah bon, bah oui, c'est une surprise. Bah non. C'est sûr qu'un piéton qui se prend une voiture, c'est sûr qu'il a beaucoup plus de chances de mourir que l'automobiliste lui-même. C'est clair. Mais bon, en fait, on est des usagers fragiles et forcément, encore une fois, lorsqu'il y a un accident entre une voiture et une moto, que le motard soit en tort ou qu'il soit en raison, en général, c'est lui qui va à l'hôpital ou au cimetière. D'accord ? C'est pas l'automobiliste. Donc, ce qui veut dire qu'on nous dit, oui, statistiquement, vous avez beaucoup d'accidents. Il faut savoir que les accidents comptabilisés sont les accidents corporels. C'est-à-dire quand c'est des petites touchettes, juste de la carrosserie, c'est quand la police intervient, donc accident corporel, c'est là où les accidents sont comptabilisés dans les statistiques. D'accord ? Donc, il est évident Accident et accident. Accident et accident. Et il est évident que quand il y a une bagnole qui cogne une moto, statistiquement, qu'ils soient en tort ou pas, c'est bien le motard qui est par terre. Et donc, on nous dit, vous avez plus d'accidents que les autres. Non, on n'a pas plus d'accidents. Ça veut pas les autres, que c'est leur faute. Ah oui, c'est ça. C'est juste qu'on est plus fragile et que c'est nous qui allons à l'hôpital en règle générale. Et c'est sûr que c'est nous qui générons le corporel. Enfin, même s'il est généré par l'automobiliste, en tout cas, c'est nous qui subissons le corporel. C'est pour ça qu'on est des fous furieux et qu'on est en tort. C'est comme si, c'est pareil pour les vélos, c'est pareil pour les piétons. C'est comme si on disait, tous les piétons sont des fous parce qu'à chaque fois qu'ils rencontrent une voiture, ils meurent. Ah non, c'est juste qu'il est plus fragile. Qu'à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte. Donner du sens aux statistiques. Eh oui, c'est ça, parce que les statistiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et dans les villes, il y a aussi des confrontations avec le mobilier urbain, notamment les nids de poules. Ça aussi. Alors, voilà. Alors, on veut nous faire passer le contrôle technique parce qu'on nous dit pour notre sécurité. Bon, encore une fois, 0,03% des accidents pour des véhicules mal entretenus, donc ça va que dalle. Par contre, et ça, c'est les chiffres de la sécurité routière elle-même, plus de 30% des accidents graves et mortels sont dus à l'infrastructure routière ou à la dangerosité du mobilier urbain. C'est pas mal. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est occupez-vous de nos routes, et puis nous, on va s'occuper de nos motos. Voilà. Parce que c'est bien de vouloir mettre en place un contrôle technique, c'est bien de vouloir mettre en place plein de trucs. Commencez déjà à revoir l'état des routes, à revoir l'état du mobilier urbain dangereux, parce qu'il y a certains maires qui font un peu n'importe quoi avant. Occupez-vous de ça, puis après vous allez voir que ça ira mieux. Nous les motards, par exemple, ça fait des années qu'on demande à ce que les rails de sécurité soient doublés. Vous savez, sur les autoroutes, les rails de sécurité, c'est quoi un rail de sécurité? C'est un rail qui est là pour remettre en ligne sur la route une voiture qui sort. Sauf qu'en dessous, c'est des piquets, c'est des poteaux en métal, et ils ne sont pas doublés pour la plupart. Enfin, ça commence à venir, mais pour la plupart, ils sont pas doublés. Nous, si on glisse, par exemple, il y a de la pluie, ou si le motard, ou s'il y a une flaque d'huile, quoi que ce soit, on glisse. Si on passe là-dessous, on est découpé en morceaux. Parce que nous, on ne rebondit pas sur le rail en fer, on va sous les poteaux. Oui, c'est pas comme sur les pistes de moto, le circuit Carole qui est doublé, etc. C'est hyper sécure. Sur les pistes, les pilotes, ils tombent à 250 à l'heure, ils glissent, ils se remontent, ils ne touchent rien. Il ne va pas toucher un mobilier urbain, il ne va pas toucher un rail de sécurité, il y a des pneus partout, là c'est sécure. Ils peuvent se faire mal quand même, bien évidemment, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la route. Et ce qui est dangereux sur la route, c'est ça, c'est le mobilier urbain et le mauvais état des routes. Notamment les nids de poules, toutes ces infrastructures qui sont abîmées, quoi, en fait. Ok, et pourquoi si peu d'action, du coup, de l'autorité publique face à ça? Parce que ça coûte des sous. Mais c'est aussi un impensé. Comment ? T'as pas aussi un impensé derrière? Alors, il y a déjà une démission de l'État sur les collectivités. Démission, on coupe les vivres aux collectivités. Donc les collectivités ont du mal à entretenir leurs infrastructures, parce qu'ils n'ont plus de sous. Donc forcément, voilà. Alors, si vous allez dans une région qui est riche, par exemple, je vais dire la Champagne, tiens, par exemple, les ventes de Champagne, ils ont un peu de sous. Non, mais je veux dire, par exemple, l'aménagement des autoroutes, là, c'est pas les collectivités, c'est les sociétés... C'est les sociétés privées. Alors, il n'y a pas de problème d'infrastructure sur les autoroutes. Une autoroute, en général, c'est plutôt bien entretenu. C'est pas là où il y a le plus d'accidents.
Mais voilà, c'est tenu par des sociétés privées, puisque l'État a donné ça à des sociétés privées, ce qui est d'ailleurs un vrai scandale. Voilà. Il faut savoir que sur l'autoroute, la principale cause d'accident mortel, c'est l'endormissement. C'est pas la vitesse. La vitesse, c'est un facteur aggravant, hein, mais c'est pas la vitesse, c'est pas l'alcool, c'est l'endormissement. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont tous des grosses bagnoles qui sont des vrais salons roulants, avec tout qui se met en place, les essuie-glaces, les phares, tout s'allume tout seul, c'est bourré d'électronique, donc la personne dedans, elle n'est plus actrice de sa route, c'est comme s'ils prenaient un TGV, quoi, les gens. En fait, ils sont là, ils attendent. Donc s'il se passe quoi que ce soit, ils s'endorment et voilà. Donc d'où aussi la problématique de faire des bagnoles super modernes avec plein de trucs dedans et tout, bourré d'électronique qui ne sert pas à grand chose. Il y a la sécurité passive, elle est importante et active aussi au sein du véhicule, hein, comme les ceintures de sécurité, l'ABS, les airbags, tout ça, bien sûr, c'est important. Il y a tout un tas de trucs. On est en train de décérébrer les gens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous n'avez pas envie de conduire et si vous avez la flemme d'appuyer sur un bouton pour faire marcher les essuie-glaces, prenez un train. Voilà.